Merci beaucoup. Donc je veux d'abord commencer par remercier l'équipe d'Experis pour cette invitation. Je suis ravi de participer à ces échanges autour de l'œuvre de Jacques Henriot. Alors personne ne m'avait prévenu qu'on avait gamifié cette journée d'études de manière un peu spéciale avec la règle du respect. Il faut conserver l'avance que l'on a. D'habitude dans les colloques, on suit une règle exactement inverse qui consiste à produire du retard avec le plus d'élégance possible et en ayant l'air de ne pas y toucher. Mais je vais me plier à cette nouvelle règle avec plaisir. Alors, je donne quelques éléments de présentation pour ma part. Donc, je suis Mathieu Triclot, je suis maître de conférence en philosophie à l'UTBM, c'est l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Les universités de technologie sont des institutions un peu particulières dans le paysage français, puisque ce sont des institutions dans lesquelles on forme des ingénieurs, donc avec une formation professionnalisante, mais auxquelles est associée des activités de recherche technologique, mais aussi de recherche en sciences humaines et sociales, donc y compris de la philosophie. Et c'est donc dans ce cadre que j'ai écrit et publié il y a maintenant à peu près un an ce livre qui s'appelle Philosophie des jeux vidéo et qui me valait d'être présenté tout à l'heure par Vincent comme philosophe des jeux vidéo, ce qui est un drôle de métier. Dans cette recherche sur les jeux vidéo, il se trouve que j'utilise le travail de Jacques Henriot et en particulier le texte de 1969, le texte qui s'appelle Le jeu. Cette référence joue un rôle important dans mon travail, dans la mesure où le texte de Henriot me fournit des arguments à ce moment-là pour faire un pas de côté critique vis-à-vis de la perspective des game studies que je découvre donc dans la littérature anglo-saxonne consacrée aux jeux vidéo. Alors je fais deux remarques pour qualifier cette rencontre avec Henriot et l'usage un peu particulier que j'ai été amené à faire de ces travaux. La première remarque, ce qu'il faut dire, c'est que dans l'usage que je fais des textes de Henriot et du texte de 69 à ce moment-là relève d'un usage tactique de Henriot. C'est-à-dire que je viens y chercher un certain nombre d'arguments qui me sont utiles à ce moment-là, d'un usage tactique et non pas d'un usage savant. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire un aveu d'ignorance et d'humilité, comme tu l'as fait tout à l'heure. À ce moment-là, je ne sais à peu près rien du contexte d'écriture de ces textes, de ce texte-ci en particulier. Je ne sais rien du fait que Henriot a été le fondateur de ce département sur les sciences du jeu. Et la nouvelle me sera annoncée par Vincent Berry, ici présent. C'est une divine surprise. Au moment où il me dit, mais tu sais que ce Henriot que tu cites de manière si favorable, en fait, est le fondateur du laboratoire dans lequel je travaille. Bon. Donc, il y a une dimension de rencontre de hasard qui contrevient à toutes les exigences d'une lecture académique et d'une lecture savante de l'œuvre. Et alors, ce n'est pas simplement une pirouette pour commencer ma communication que de faire cet aveu, puisque toute la deuxième partie de ma communication a été détruite tout devant l'introduction par Gilles Brougère avec les quelques citations qu'il a fait du texte de 1989, qui donc annule littéralement ce que je souhaitais défendre dans une deuxième partie, ou à peu près. Donc, il y a un vrai... il faut prendre les risques d'une lecture tactique. J'assume ce risque. Deuxième remarque, la situation est même pire que cela, puisqu'au-delà de cette relation d'appropriation tactique plutôt que d'usage savant, avec ce que cela suppose d'ignorance, je transpose un certain nombre d'arguments en dehors de leur lieu d'origine, en dehors de leur espace premier d'énonciation, et je les déplace sur un terrain pour lequel ils n'ont pas été pensés, donc qui est celui des jeux vidéo. Il existe déjà, en 1969, si on prend cette date de référence, des jeux vidéo, même si le terme video games n'est pas encore en circulation, mais Henriot, évidemment, ne mentionne pas les jeux vidéo. Je dis évidemment parce qu'ils sont à ce moment-là encore cantonnés dans les laboratoires, l'espace des laboratoires universitaires, principalement américains, et de la computer science. Alors, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de revenir sur ce régime de lecture particulier, sur cette lecture tactique pour la prolonger et la développer. Je ne vais pas basculer dans une lecture savante que je serais bien incapable de produire, mais je vais isoler
quelques propositions qui me semblent particulièrement opérantes dans l'œuvre d'Henriot pour les soumettre à la discussion sur le terrain de l'étude des jeux vidéo. Pour le dire en bref, ça sera ma thèse principale, je crois que l'œuvre d'Henriot a le mérite absolument considérable d'ouvrir tout un champ d'investigation en matière des jeux vidéo, en matière d'étude des jeux vidéo, un champ d'investigation qui a été largement négligé par le mouvement des Game Studies telles qu'elles se sont constituées jusqu'ici. Alors j'extrais mes propositions du texte de 1969 sur le jeu. Je ne dispose pas, je n'ai pas malheureusement dans cette belle édition avec sa belle couverture. J'ai la version sérieuse et sévère. Plutôt que donc du texte de 69 sur le jeu, plutôt que du texte de 89 sous couleur de jouet, que je n'évoquerai qu'en passant peut-être à propos de la question du statut des règles et des remarques que fait Colas Duflot sur ce sujet. Bon. Alors, voici les deux propositions que je retiens. La première, je crois qu'Henriot permet de concevoir ce qu'on peut appeler ce que j'appelle la relativité radicale des jeux comme game, comme objet ou structure ludique, par rapport aux jeux comme play, comme activité ou attitude ludique. Donc, première proposition, relativité radicale du game par rapport au play. J'essaierai de voir comment cette proposition peut se justifier et ce que l'on peut en faire en matière de jeux vidéo. Seconde proposition, celle qui est mise en péril, de cette relativité radicale découle un certain programme épistémologique, c'est-à-dire une certaine manière de concevoir l'articulation des différents savoirs sur le jeu. Et ce qui fait l'originalité, me semble-t-il, du texte de 69, c'est l'insistance sur les limites de la constitution du jeu comme objet de science. Et c'est autour de ces limites que se négocie la place de la philosophie dans la théorie des jeux. En admettant que l'on prenne au sérieux le primat du play sur les games, quel type de savoir des jeux est-ce que l'on peut construire? Ce sera mon fil directeur. Alors je commence avec la première proposition. Il y a beaucoup de textes, mais il ne faut pas, ne vous effrayez pas. Je n'exige évidemment pas de lire tout ce qui est écrit en petit. Je commence donc avec la première proposition, relativité radicale du game par rapport au play. Il me semble que cette proposition domine le texte de 1969 et qu'elle est engagée en particulier dans les critiques des tentatives de constituer à ce moment-là une psychologie ou une sociologie parfaitement objective du jeu. Quand je dis que cette proposition relativité radicale du game par rapport au play domine le texte de 1969, c'est que l'on en trouve plus d'une dizaine de formulations différentes. Je n'en ai retenu que quelques-unes qui sont derrière moi, plus d'une dizaine de formulations plus ou moins abouties ou développées. Parmi ces formulations, j'en choisis une pour la commenter plus particulièrement, une formulation qui a le mérite d'utiliser la partition introduite précédemment dans l'ouvrage, donc entre game et play. Donc elle est dans la partie gauche. Je la lis avec vous. Qu'il s'agisse de jeux ou de jouets, ces réalités n'ont de sens et de fonction que parce qu'elles sont l'objet d'un jouet, play, qui tient lui-même au jeu que le joueur, par son attitude, introduit et maintient entre son jeu et lui. On a la distance ludique. Jouant à s'il s'agit d'un jeu, avec s'il s'agit d'un jouet, il se tient à distance. Le jeu, le jouet peuvent être définis de façon générale comme étant ce qui se prête au jeu. S'il y a jeu, le jeu n'est que dans l'attitude de l'acteur à l'égard de son acte. Je retiens trois éléments de cet argument ou de cette petite séquence. D'abord, cette proposition nous conduit à distinguer ce que Henriot appelle le ou les games, ici les dispositifs d'objets munis de leur système de règles plus ou moins codifiés, donc distinguer le ou les games du play qui relève de l'acte de jouer. Jouer, c'est faire quelque chose, comme le dit un peu avant Henriot. Donc le premier élément significatif ici me semble tenir à l'affirmation, la simple affirmation de cette dimension du play. Il existe du play. Il existe du play et cela signifie que la considération des jeux ne saurait se réduire à la considération des games ou des dispositifs d'objets. Entre game et play, il y a une distinction réelle, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire que nous avons affaire à deux ordres de phénomènes, c'est-à-dire aussi que la connaissance du play n'est pas contenue dans la connaissance des games. Premier élément de commentaire. Deuxième élément de commentaire, le texte permet de concevoir de manière très élégante, à mon sens, en s'appuyant sur une facilité de la langue française, on y reviendra peut-être tout à l'heure, le texte permet de concevoir une première forme d'articulation entre le game et le play.
C'est-à-dire que les jeux, au sens des games, sont des objets, dit Henriot ici, qui se prêtent au jeu. Les games sont des objets qui se prêtent au play, pourrait-on dire. Et on devra considérer que parmi l'ensemble des objets disponibles, certains, éventuellement, se prêtent plus à l'attitude ludique que d'autres. Et il serait intéressant de se demander, mais c'est la question que tu posais aussi par rapport au sacré, s'il existe des genres d'objets qui pourraient résister absolument à l'attitude ludique, des objets qui pourraient ne pas se prêter du tout au jeu. Bon. Reste qu'en règle générale, le jeu se définira par une certaine rencontre entre du play et du game, c'est-à-dire une certaine manière de jouer le jeu avec ces jeux. Enfin, dernier élément de commentaire, découle de ce passage, me semble-t-il, une troisième et dernière proposition peut-être plus radicale. La position de Henriot ne permet pas seulement de distinguer play et game, de mettre l'accent sur la liaison entre les propriétés ludiques du côté de l'objet et l'attitude ludique du côté du sujet, mais la position de Henriot conduit aussi, me semble-t-il, à concevoir qu'il puisse exister du play sans games définis. Voilà. Que n'importe quoi puisse devenir jeu à partir du moment où il est pris dans la synthèse ludique, pour paraphraser un autre passage. C'est cette dernière proposition qui justifie, à mon sens, que l'on puisse parler non seulement de relativité du game par rapport au play, il n'y a pas de jeu sans liaison avec un jouet potentiel, mais aussi d'une relativité radicale. C'est-à-dire qu'il existe des situations limites dans lesquelles on peut assister à du play sans game, ou bien, pour le dire peut-être d'une manière un peu différente, où le play constitue intégralement le game. Cette relativité radicale du game, des dispositifs d'objets vis-à-vis de l'attitude ludique du play, découle ici de l'affirmation selon laquelle le jeu n'est que l'attitude de l'acteur à l'égard de son acte, ce qui est la proposition qui clôt le petit passage. On en trouverait d'autres formulations ailleurs de cette relativité radicale. Par exemple, lorsqu'Henriot affirme, je cite, que cette forme de conduite ludique, dit Henriot, peut se manifester en dehors de toute structure ludique constituée. Donc on peut avoir ici une forme de conduite ludique qui relève du play, en dehors de toute structure ludique constituée qui relève du game. L'argument qui illustre le mieux, me semble-t-il, dans le texte de 69, cette relativité radicale est ce que j'appelle l'argument des cailloux. C'est comme ça que je l'appelais dans le livre sur les jeux vidéo. Cet argument des cailloux intervient au début du dernier chapitre du livre de 69. Je paraphrase l'argument. C'est une situation, c'est une sorte d'expérience de pensée, de situation imaginée et qui donne lieu ensuite à un commentaire philosophique. La situation est la suivante, des enfants jouent avec des cailloux sur un trottoir, imagine-t-on. Un passant arrive et perturbe le jeu, marche dans les cailloux. Les enfants s'écrient « Attention monsieur, vous marchez dans notre jeu ». Alors question, qu'est-ce que ça veut dire « Attention monsieur, vous marchez dans notre jeu ». Et deuxième élément dans la situation, aussitôt que le jeu est achevé, que les enfants sont passés à autre chose, comme ils font bien souvent, eh bien les cailloux retournent à ce moment-là à l'état de cailloux. Donc nous sommes ici dans une situation dans laquelle l'objet du jeu, là c'est ces cailloux et ce qu'on en faisait, l'objet du jeu est sous condition totale de l'attitude ludique. Le play crée son game et ce game ne tient que par le play. Je cite la conclusion qu'en tire Henriot, que j'ai reproduit. Le jeu n'est rien d'autre que ce que fait le joueur quand il joue, une fois qu'il a cessé de jouer. Que reste-t-il de son jeu? C'est ce reste qui est en question avec les cailloux. Que reste-t-il de son jeu? Les traces matérielles ne sont pas les éléments objectifs d'un jeu qui continuerait d'exister. Il ne reste que des cailloux là où il y avait du jeu. Alors, que faire d'une telle affirmation? Si tant est que la lecture ne soit pas totalement erronée, si tant est qu'on puisse prendre au sérieux cette relativité, ce qu'on appelle la relativité radicale du game par rapport au play, que faire d'une telle affirmation et quelle forme de productivité théorique peut avoir une telle affirmation dans le champ de la théorie des jeux vidéo. Étant entendu que la difficulté est ici maximale, je le redirai sans doute, mais les jeux vidéo sont bien des games. Ce sont bien des dispositifs d'objets, il y a des objets, il y a des programmes, il y a du code, il y a des machines, il y a une industrie derrière. Enfin bon, ce sont bien des games, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est pas le problème. Alors, le premier service majeur que nous rend, à mon sens, cette thèse d'Henriot,
de relativité radicale tient à l'effet de contre-pied qu'elle introduit vis-à-vis du mode dominant de conceptualisation des jeux vidéo dans les game studies. Henriot introduit, je crois, un coin, il introduit du jeu dans la manière de constituer les jeux vidéo en objet d'étude. Il me semble qu'il existe une alternative fondamentale entre deux modes de conceptualisation du jeu que la position de Henriot permet de préciser. Ou bien on soutient à la manière d'Henriot l'irréductibilité du play à l'étude des games, l'irréductibilité de l'analyse de l'attitude ludique à l'analyse des dispositifs d'objets. Ou bien on considère à l'inverse que l'étude des jeux comme games est suffisante par elle-même, qu'elle suffit à être étude des jeux, qu'elle est suffisante par elle-même, soit qu'elle fasse directement l'économie d'une analyse du play, soit qu'elle prétende être capable de résorber l'analyse du play dans l'analyse des games, dans l'analyse des dispositifs d'objets ou des systèmes de règles. Et de fait, je crois qu'on trouverait sans peine l'énoncé d'une proposition exactement symétrique à celle de Henriot, exactement opposée à celle de Henriot, dans le champ des game studies. Et je pense en particulier, il me semble que c'est la position qu'occupe un auteur comme Jesper Juul, et en particulier avec le modèle du jeu qu'il nous livre dans ce texte qui s'appelle Alfrill. Alors, évidemment, je suis obligé de faire une incise. Il y a au sein des Game Studies une très grande diversité d'approches. Il y a au sein des Game Studies classiques des textes pour lesquels la question du play, du jeu comme play, est centrale. En particulier, par exemple, le texte de Taylor, Play Between Worlds, qui est une ethnographie des situations de jeu de rôle massivement multijoueurs. Bon. Donc il y a des textes sur le play. Il me semble qu'on pourrait dire aussi que, disons, cette limite dans cette fermeture dans le champ des Game Studies est aujourd'hui en train de sauter parce qu'il y a plusieurs ouvrages récents qui reprennent ces questions-là. Je pense au texte de Patrick Corgan qui s'appelle Gameplay Mode, au livre de Kirkpatrick sur l'esthétique des jeux vidéo, dans lequel il fait toute une relation entre la pratique du jeu et la danse, et en insistant sur les postures corporelles, etc. Donc on voit réintroduire dans le champ des Game Studies tout un ensemble d'approches qui, me semble-t-il, avaient été à peu près éliminé jusqu'ici. Donc on est peut-être aussi à un moment de changement où on récupère de la diversité dans ce domaine de recherche. Bon, alors ceci dit, je reviens à mon effet de symétrie entre Henriot et Juul, parce que je le crois assez convaincant. Je ne pense pas que Juul ait lu Henriot, pour les raisons qu'on mentionnera après. En revanche, il est frappant de constater qu'on va retrouver chez lui, par exemple, une protestation explicite, virulente, contre des arguments de relativité des games vis-à-vis du play, à la manière de l'argument des cailloux. Donc il y a l'exact symétrique de l'argument des cailloux dans Alfrill chez Jesper Juul. C'est ce que j'appelle l'argument du plateau d'échecs dans le placard. Juul explique par exemple, c'est pas dirigé contre Henriot mais Caillois, je crois à ce moment-là du texte, explique par exemple qu'un jeu d'échecs ne cesse pas d'être un jeu à partir du moment où il est remisé au placard, à partir du moment où l'on cesse de jouer. Autrement dit, que le dispositif d'objet, le game, possède une autonomie et qu'il résiste en quelque sorte à la fin de l'attitude ludique, à la fin de l'activité de jeu. Si les cailloux de Henriot sont du play sans game, le plateau d'échecs remisé au placard de Juul serait une forme de game sans play ou qui subsisterait au play. Bon, ceci dit, il ne me semble pas que l'argument de Juul soit complètement concluant, pas du tout. C'est-à-dire que le point de vue de Henriot ne conduit pas à nier qu'il existe des games, qu'il existe des dispositifs d'objets comme le plateau d'échecs qui se prêtent au jeu. C'est absolument pas le problème ni la question. Le problème est de savoir si il n'y a jeu que là où il y a game, ou bien s'il faut admettre un autre espace, et ici l'argument de Juul ne nous dit rien. Bon, ceci dit, le point de partage, il me semble le plus important, celui qui génère le plus de débats sur la manière de conceptualiser les jeux vidéo, tient à la question des règles et tient à l'importance qu'il faut accorder aux règles dans la conceptualisation des jeux. Il me semble que l'un des mérites les plus importants de l'approche par le play est non pas d'éliminer la question des règles et le rôle des règles dans la conceptualisation du jeu, mais de la relativiser, d'en relativiser l'importance.
Je ne crois pas, mais vous me détromperez, que Henriot reprenne l'expression de jeu sans règles qu'on peut trouver chez Château ou d'autres auteurs. Dans le livre de 69, il explique que tous les jeux sont réglés, mais plus ou moins, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un très haut degré de codification, mais dans d'autres formes de jeux, ce n'est pas le paramètre principal. Bon. Cette question de la place des règles est centrale, évidemment, dans la relation au modèle de Joule, qui lui définit, vous l'avez sous les yeux, le jeu, je cite, comme le premier élément de définition, le jeu est un système formel basé sur des règles dont les résultats sont variables mais quantifiables. Je ne fais pas l'ensemble du modèle. Bon. Ce que l'on peut dire, c'est que l'on retrouve chez Joule des éléments qui sont liés à l'attitude ludique. Si vous regardez par exemple le point 4, dans un jeu, le joueur fait effort en vue d'influencer le résultat. Ou bien, point 5, il se sent émotionnellement attaché au résultat. Donc il y a bien des éléments qui relèvent de l'attitude ludique mais, dans ce modèle-là, mais on peut dire deux choses. Premièrement, ces éléments sont subordonnés à une définition du jeu comme game ou comme système formel basé sur des règles, et on essaiera de les récupérer à travers l'analyse des règles et des systèmes de règles, premier élément. Puis le deuxième élément, c'est que quand on fait ça, on ne récupère pas grand-chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez à quel point le niveau de définition, là ici, de l'attitude ludique est faible. Faire effort en vue d'influencer le résultat, dans quelle activité humaine ne fait-on pas effort en vue d'influencer le résultat, et dans quelle activité humaine ne se sent-on pas émotionnellement attaché à ce que l'on produit. Bon, donc peut-être qu'il y a encore des choses qui relèveraient du play, mais enfin, il me semble qu'il n'en reste pas grand-chose à partir du moment où on les prend à partir de cette focale qui est celle des games. Dernière question maintenant pour ma première partie. Que peut-on attendre en matière de théorie des jeux vidéo de ce primat du play? La première chose, un contre-pied vis-à-vis de la position dominante en Game Studies, mais quel pourrait être l'apport d'une étude du play pour des Video Game Studies? Je retiens deux arguments, deux domaines qui, me semble-t-il, s'ouvrent à l'exploration à partir du moment où on regarde les choses à travers cette position de relativité radicale. Premier élément, il me semble que le premier intérêt de ne pas adopter le point de vue des games ou des règles du jeu, c'est de ne pas restreindre abusivement le domaine des pratiques ludiques. Il existe à l'évidence des formes du jeu qu'on aura bien du mal à faire rentrer dans le modèle de Joule, à mon avis, en particulier tous les jeux qui relèvent du faire comme si ou du vertige, si je reprends ces pôles-là de la classification de Caillois, les jeux de faire comme si ayant une importance considérable dans le texte de 69 et en particulier dans la dernière partie, dans la notion de distance à soi. Conserver cet immense continent des jeux dans lesquels la question des règles est secondaire ou carrément absente, eh bien, cela offre l'avantage, à mon sens, de pouvoir remettre en situation les jeux vidéo au sein de l'ensemble des jeux, et non pas simplement de les considérer par rapport au domaine plus restreint des jeux réglés ou codifiés ou ultra réglés. De cette mise en situation, de cette remise en situation par rapport à la définition la plus large possible des pratiques ludiques, de cette mise en situation, on peut attendre deux choses en particulier, il me semble, de manière évidente. La première, c'est d'essayer de comprendre ce que les jeux vidéo font au jeu, en général, et non pas simplement au jeu avec des règles. Le second apport consiste à interroger la continuité ou la discontinuité des pratiques ludiques entre les pratiques du jeu vidéo et les autres pratiques ludique, en particulier du jeu d'enfance ou de l'enfance. Et je crois que si, comme ça, on garde comme background, comme élément de comparaison, la définition la plus large du jeu, on peut toucher aussi assez facilement, et ça rejoint peut-être ce que tu disais tout à l'heure, ce qu'on peut appeler le plafond de verre des jeux vidéo. Ce sont des formes de jeux qui sont effectivement des games dans lesquels tout est code, toutes les règles doivent être déclarées explicitement en machine. De là, une forme de distance considérable vis-à-vis de certaines pratiques de jeu, et en particulier de certaines pratiques déréglées ou dans lesquelles les règles peuvent être négociées en fonction de l'interaction. Et là, ici, il y a une distance dramatique, me semble-t-il, vis-à-vis de ce genre de pratiques ludiques. Il y a un jeu vidéo qui résume, je trouve, très très bien cette forme de distance du jeu vidéo vis-à-vis du jeu et de certaines formes de jeux de l'enfance. C'est le jeu qui s'appelle Heavy Rain de David Cage, qui est un jeu dans lequel sont représentés en jeu vidéo, à l'intérieur même du jeu vidéo, des jeux d'enfance, qui sont des jeux soit de course-poursuite, mais aussi de chahut. Donc on est dans ce pôle déréglé là, de la chamaille, du tohu-bohu, etc. Et qu'est-ce que cela devient ? Qu'est-ce que ces pratiques ludiques deviennent en jeu vidéo?
appuie sur le bouton croix ou bien appuie sur le bouton rond, c'est-à-dire un espèce de choix binaire. Et on peut dire que tout ce jeu n'est qu'une espèce de méditation sur l'impossibilité de retrouver, et c'est même le thème explicite du jeu, c'est dans ce qu'il raconte, l'impossibilité de retrouver l'enfance ou les jeux de l'enfance à travers le jeu vidéo. Ce jeu raconte l'histoire d'un père qui cherche à retrouver son fils. Bon. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est un jeu qui met en scène cette distance. Deuxième apport, mais ma seconde partie, du coup, est peut-être très très courte. Ça, c'est ce que j'ai gagné. Deuxième apport, considérer les jeux vidéo sans exclure, et les jeux en général sans exclure d'emblée le hors-règle. Cela nous offre non seulement une meilleure cartographie des pratiques ludiques, mais ça permet d'attirer notre attention sur d'autres phénomènes dans les situations de jeu. Et en particulier, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est tout le travail qui est requis de la part du joueur pour maintenir de bonnes interactions avec le jeu vidéo. Il y a en jeu vidéo, comme ailleurs d'ailleurs, un effort du joueur pour faire exister le jeu, pour produire du jouet ER, du play, qui ne saurait se ramener aux propriétés de l'objet. Dans le cas des jeux vidéo, je crois que la théorie a souvent été prisonnière de la notion d'immersion, qui joue un rôle d'obstacle épistémologique. L'immersion, c'est une manière de caractériser l'engagement du joueur dans le jeu. C'est dans le domaine ça vient de la réalité virtuelle, le terme d'immersion. Et aujourd'hui, il sert principalement pour parler de jeux vidéo. Cette notion d'immersion, c'est une manière de caractériser l'engagement du joueur dans le jeu et de l'expliquer par l'intensité des mobilisations perceptives. C'est à la base de la théorie de l'immersion. Et on a cette idée, du coup, que les jeux vidéo seraient immersifs, c'est-à-dire naturellement engageants et fascinants. Je crois que c'est oublier la très grande fragilité du dispositif des jeux vidéo, les négociations constantes que le joueur doit opérer pour produire du jeu avec les limites de la machine ou les limites du programme. Je donne un exemple qui est celui des jeux de rôle en ligne. On en a parlé tout à l'heure. Dans un jeu de rôle en ligne ou hors ligne, d'ailleurs sur ordinateur, qu'est-ce qu'on commence par faire qu'est-ce que le joueur fait dans la première heure? Il essaye d'ouvrir toutes les portes, il se rend compte que certaines ne s'ouvriront jamais sur aucun intérieur, il discute avec tous les personnages non-joueurs disponibles, jusqu'à ce qu'il se rende compte que certains répètent en boucle les mêmes lignes de dialogue, et puis à partir d'un certain moment, évidemment, on arrête de parler avec les joueurs qui bouclent sur les mêmes lignes de dialogue, on arrête d'ouvrir des portes qui n'ouvrent, ou d'essayer d'ouvrir des portes qui n'ouvrent jamais sur rien. C'est-à-dire que on a un premier temps dans le jeu qui consiste à délimiter le terrain de jeu, c'est-à-dire à tracer l'espace des bonnes interactions possibles avec le jeu. Donc, il me semble que l'approche, disons par le play, invite à réintroduire dans l'analyse tous ces ajustements qui font qu'il y a jeu et qui sont produits du côté du joueur, qui suppose toute une culture ludique, qui suppose des habitudes, qui suppose une relation à la machine, etc., etc. Donc ça, si on regarde ça, ces ajustements par lesquels se produisent du play, il faut regarder la position des corps. Tous les jeux ne requièrent pas les joueurs selon les mêmes postures. Il faut examiner les lieux concrets du jeu, leur microgéographie, la disposition du canapé devant le téléviseur, bon, ce genre de choses. Ça suppose de prendre en compte les sociabilités hors jeu et les espaces hors jeu. Ça suppose de prendre en compte les rythmes, etc. Enfin, tout ce qui participe à produire de bons ajustements ludiques, à produire des affects, et que l'on aura bien du mal à trouver, me semble-t-il, dans la simple considération des jeux comme Games ou du manuel de jeu ou des règles du jeu ou du programme informatique lui-même. Alors, je pourrais être beaucoup plus bref donc, sur ma deuxième proposition qui est relevée donc, de l'épistémologie des sciences du jeu. Il me semble, je trouvais dans le texte de 69 quelque chose de très intéressant dans l'insistance sur la difficulté qu'il peut y avoir à produire un tel savoir du play. Admettons que nous ayons été convaincus qu'il ne faut pas simplement regarder les games, mais qu'on peut aussi regarder toute cette classe considérable de phénomènes qui relèvent du play. Comment est-ce que l'on fait? C'est-à-dire, quel type de savoir du play peut-on construire? Pourquoi est-ce qu'il y a difficulté ici? C'est parce que autant les games qui se donnent comme des objets, parce qu'ils se donnent comme des objets, se prêtent à l'entreprise d'objectivation, autant le play, qui est un acte de la subjectivité qui relève d'un processus de subjectivation, autant le play résiste à l'objectivation ou pose problème
vis-à-vis de nos tentatives d'objectivation. Bon. Ici encore, la thèse est énoncée dans le texte de 69. Je me contente d'une petite citation pour gagner un peu de temps. La portée scientifique d'une telle méthode demeure douteuse, écrit Henriot à propos de sa phénoménologie du jeu. Donc, comment connaître le play? Évidemment, le risque est simple à voir. C'est-à-dire, le risque, c'est de s'enfermer dans une démarche qui serait une démarche introspective. Puisque le play est un acte de conscience, comment peut-on le connaître uniquement en l'ayant effectué? Bon, et à ce moment-là, on retombe dans les travers éventuels de l'introspection ou du subjectivisme. Et là-dessus, il faut dire que l'approche de Joule, ou l'approche ludologique classique, possède une supériorité indéniable, puisqu'elle consiste à mettre à distance le jeu et à produire une sorte de bon objet. Un si bon objet qu'il ressemble, comme on l'a vu, à un système formel, c'est-à-dire à un objet mathématique. Et de ce point de vue-là, le système de Joule, pour être étudié, ne demande aucun engagement subjectif. Quelqu'un qui ne jouerait pas pourrait parfaitement classer différents systèmes formels fondés sur des règles. Donc l'approche ludologique maintient la bonne distance, mais elle repousse la question des affects, elle repousse la question de l'engagement dans le dispositif et de ses modalités précises. Alors, à l'inverse, quelle figure peut prendre un savoir du jeu comme play dans le texte de 69? Mais ce n'est pas le cas dans le texte de 1989. Dans le texte de 69, l'option qui est choisie par Henriot, c'est une phénoménologie du sujet jouant qui emprunte à l'existentialisme sartrien. Je passe sur les citations. Alors, évidemment, il y a quelque chose d'un peu insatisfaisant. Enfin, il y avait pour moi quelque chose d'un peu insatisfaisant dans cette solution-là, parce qu'elle repose sur une sorte de montée en généralité. C'est-à-dire qu'on va monter vers l'a priori ludique et la description d'un a priori ludique. Qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir jeu? Alors que j'ai l'impression que l'étude du play, mais ça me semble être le développement beaucoup plus conforme au texte de 89, peut aussi se déployer sous la forme d'une redescente vers les singularités dans la description de ces configurations, de ces agencements de joueurs et de machines qui font qu'il y a jeu. Ça ne résout pas l'étude des agencements, des configurations ludiques, des singularités ludiques, ne résout pas, à mon sens, le problème de l'objectivation. Dans la mesure où on a affaire à de la subjectivité en acte, en œuvre, tout ce que l'on peut faire, à mon sens, c'est de faire varier les langages de description. C'est-à-dire que sur une même situation observée, eh bien, on pourra essayer différents langages de description, différents modèles conceptuels ou différents outils conceptuels, et chacun produira quelque chose sur la situation, mais sous la forme d'une objectivité inachevée et inachevable. Bon. Donc on peut faire varier le langage de description, étant entendu que ça permet quelque chose de travailler comme ça. Ça permet une forme de travail de la philosophie avec les sciences humaines et sociales, et avec l'anthropologie et l'ethnologie en particulier, puisque à ce moment-là, on participe à la réflexion sur le travail de description au plus bas niveau des pratiques de jeu. Et c'est ce qu'on va faire avec Vincent dans le projet Ludespace, dans lequel il y a une part de travail sur des enregistrements vidéo autour des situations de jeu. Donc là, il y a à fabriquer des langages de description variés et ouverts. Voilà. Je m'arrête ici. Je conclus sur ce point. Relativité radicale du game vis-à-vis du play. Une situation d'objectivation ouverte qui requiert un certain usage de la philosophie dans les sciences du jeu. Voilà pour ce qui est, à mon sens, l'apport inestimable de l'œuvre d'Henriot pour des play studies. Merci. Avant d'ouvrir la pause ou de fermer la première période, je voudrais simplement rassurer tous les intervenants en leur disant qu'ici, notre objectif n'est pas du tout d'élever un espèce d'hommage qui continuerait à geler l'œuvre, à aller vérifier si chacun la respecte bien, mais au contraire, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'elle puisse être utilisée dans des stratégies ou des tactiques différentes, et qu'il ne s'agit pas de se demander si un tel ou un tel est plus respectueux de la pensée. Je ne pense pas qu'un livre ou une pensée soit fait pour être respecté, mais être utilisé, transformé, modifié éventuellement pour en faire quelque chose de vivant. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de problème de ce point de vue. Et ici, nous ne sommes jamais posés en lieu où on aurait créer une religion, une sacralisation de la pensée d'Henriot, mais un lieu où on l'utilise, mais où aussi on a pu, j'ai toujours eu des désaccords avec Henriot, et ça n'a jamais posé de problème pour travailler ensemble.
Je vous remercie donc pour. Je vous propose une pause. Il faut que la pause soit